Hello, ça fait 3 fois que je commence cette vidéo, donc écoutez, j'espère que c'est la bonne. On se retrouve aujourd'hui du coup pour parler de mes lectures du mois d'avril. Et en fait, finalement, ce début absolument chaotique de vidéo sera assez représentatif de mon mois de lecture, puisque mon mois a été un peu... c'est un peu parti dans tous les sens, on va dire. J'espère que le mois de mai sera un peu plus discipliné, parce que quand même mon but c'est de sortir un maximum de choses de ma palle. Je vous raconte ça tout de suite. Du coup, comme je vous l'avais dit, au début du mois d'avril, j'avais décidé de me faire une palle beaucoup plus sur un mood, c'est-à-dire en me disant quels sont les livres qui me font le plus envie dans ma bibliothèque, et je me concentre sur ceci. Malheureusement, j'étais vraiment dans une espèce de panne de lecture, c'est-à-dire qu'au cours du mois d'avril, j'avais envie de rien, c'est-à-dire que j'ai commencé plein de bouquins, à chaque fois j'avais l'impression que je ramais, que les histoires s'étiraient en longueur, et je pense que ce n'était absolument pas le cas, c'était juste moi avec moi-même en fait le problème. Et si vous voulez, ça a fait que finalement la palle que je me suis faite, je m'en suis très vite détachée pour me concentrer sur des lectures qui me faisaient très envie, et ça a résulté plutôt en pas mal d'achats, donc c'est un petit peu dommage, puisque bon, clairement, j'en ai pas besoin, hein, histoire que comme si ma bibliothèque n'était déjà pas assez remplie de livres non lus. Donc tout ça pour dire que sur les 15 livres que je m'étais prévu, j'en ai lu 4, donc comme vous pouvez le constater, il n'y a pas une grosse différence par rapport à avant quand je faisais des palles à thème. Néanmoins, je pense que c'était quand même un meilleur moyen de faire des palles, donc comme vous l'aurez vu dans ma vidéo précédente, j'ai réitéré pour mai. Donc quoi qu'il en soit, sur les livres que j'ai lus et pourquoi ceux que je n'ai pas lus, donc déjà j'ai fait beaucoup moins d'audio que ce qui était prévu. Du coup j'en ai lu, il y en avait 1, 2, 3, au moins 3 qui étaient en prévu en audio que je n'ai pas lu. Après j'ai lu aussi des livres qui étaient très longs, donc ça je vous raconte ça après, mais vous verrez, il y en avait certains, c'était quand même des pavés quoi. Et puis après il y a eu aussi quelques... Pas des déceptions, mais je pense que j'étais pas à fond quoi. Alors peut-être que c'était vraiment mon mood qui a fait ça, mais donc du coup j'ai eu du mal en fait à re-rentrer dans l'histoire, à me réinvestir dans des lectures, donc écoutez, voilà. Donc vous allez voir, j'ai quand même eu des lectures que j'ai trouvées hyper intéressantes, mais c'est vrai que j'étais pas dans ce côté, je dévore de façon passionnelle des bouquins, donc j'espère que dans le mois à venir, ça sera un peu mieux. Écoutez, croisez les doigts pour moi. En tout cas, pour le début du mois de mai, là ça commence, j'ai l'impression que je sors un peu de ce mauvais mood. On verra bien. Du coup, je commence par un livre dont j'avais très envie de vous parler, qui est un livre qui a été certainement ma lecture la plus marquante du mois. C'est pas nécessairement ma lecture préférée, parce que ça a été une lecture qui était complexe et qui était assez dure parfois, mais que je suis très heureuse d'avoir faite. Il s'agit du coup de Autant n'emporte le vent de Margaret Mitchell. Donc comme je vous l'avais expliqué, j'avais commencé le mois dernier, mais comme ça dure des plombes, et j'ai lu que la moitié, hein, et je crois que c'est en 3 tomes si je me trompe pas. Hein. Il y a 2 tomes principaux et il me semble qu'il y a un espèce de tome complémentaire. J'en ai lu qu'un, le truc faisait 22 heures. Voilà. Mais j'ai vraiment apprécié avoir lu ce roman. Je vous explique pourquoi. Je prends quand même 2 minutes pour vous parler de l'histoire parce qu'il se peut que si vous n'étiez pas comme moi absolument fan des sagas du samedi et que vous n'aviez jamais vu du coup Autant n'emporte le vent à la télé ou plus tard en DVD, quand je dis DVD on a vraiment l'impression que j'ai 1000 ans, mais bon voilà, c'est comme ça. Du coup dans Autant n'emporte le vent, on suit finalement l'état de Géorgie et plus précisément le personnage de Scarlett O'Hara qui est donc une belle du Sud. Donc c'est-à-dire ce genre de jeune femme qui est élevée juste pour être jolie en fait et être une épouse à terme, et la façon dont elle va expérimenter la guerre de sécession. Donc comme on se doute bien, on sait comment finit la guerre de sécession, et du coup d'être du point de vue de la Géorgie, on sait qu'on est du mauvais côté de la barrière, c'est-à-dire que du côté des perdants, et donc c'était assez intéressant, moi j'ai trouvé de ce point de vue-là, c'est-à-dire de voir le point de vue de personnages qui sont dépeints comme se pensant finalement dans leur bon droit bien évidemment, mais on sait pertinemment ce qui va arriver finalement à leur état, à leur façon de vivre, etc. Donc c'était d'avoir ce point de vue-là pour une fois, plutôt que d'avoir le point de vue de l'Union et donc on va dire des... entre guillemets, hein, des gentils et des gagnants, bah c'était assez... Excusez-moi, j'ai un cheveu, c'était absolument insupportable. C'était assez intéressant.
Après, je pense qu'il faut vraiment nuancer son propos. Alors, il y avait eu beaucoup de controverses parce que ce livre, en fait, qui a été écrit au début de 1900, mais qui a été publié en 1936, a eu quand même pas mal de controverses là sur les quelques dernières années parce que les gens disaient que ça dépeignait vraiment trop un espèce d'esclavage accepté, voire heureux. Alors, moi j'ai lu que le premier tome pour l'instant, heureux, non, je dirais pas que c'est le mot. Par contre, en effet, je pense que ce qui était assez marquant et troublant dans ce livre, c'est la façon dont sont dépeintes les relations entre esclaves. Et donc, par cela, j'entends qu'il y a pas mal de moments où, en fait, des esclaves de maison, par exemple, vont avoir une vision et vont avoir des paroles extrêmement dures par rapport aux esclaves des champs, par exemple, en disant « non, mais moi, je suis pas un esclave des champs, ça, je ne fais pas, etc. » Et du coup, je pense que c'est ça qui, en tout cas dans ce premier tome, qui peut donner aussi cette impression un peu d'un esclavage heureux, parce qu'il y a ce côté « non, mais nous, on est bien lotis ». Alors qu'absolument pas. Et après, il y avait aussi énormément de remarques hyper acerbes, extrêmement difficiles à entendre sur les Noirs de manière générale. Donc parce que du coup on est dans les pensées de Scarlett O'Hara, donc il faut savoir que c'est un personnage qui est d'une sottise incomparable, qui est en plus extrêmement naïf, qui est extrêmement jeune, qui ne pense qu'à une chose, c'est s'assurer que Ashley l'aime, et elle est dans cette espèce de fantasme éveillé à croire que cet homme l'aime alors qu'il en épouse une autre, hein, clairement. Hein, donc, et même quand elle lui dit avant ses fiançailles, non mais en fait je vous aime, Ashley, épousez-moi et tout machin, le mec fait bah en fait non. Donc je pense qu'il voit en elle une espèce de jeune fille très fantasque et c'est pas du tout, je pense, la rigueur qu'il veut pour son foyer, etc. Et donc il épouse sa cousine qu'il trouve bien plus sympathique et bien plus docile. Que cette Scarlett O'Hara fougueuse et, soit dit en passant, un peu stupide. Donc, mais elle est vraiment dans ce truc-là, c'est-à-dire que même toute la période en fait où elle va être auprès de Mélanie, du coup, qui est donc la femme de Ashley, elle ne va penser à une chose, c'est oui, mais s'il avait pu me choisir, il l'aurait fait parce qu'au fond, je sais qu'il m'aime. Enfin, on est vraiment pendant tout le premier tome, j'avais de la peine en fait pour ce personnage que je trouvais mais d'une futilité, mais sans nom, et à la fois d'une méchanceté incroyable, hein, puisque du coup c'est un personnage qui est égoïste, hein, donc en plein moment de guerre, c'est quand même assez surprenant. Vous savez que nous, les auteurs, ils aiment bien habituellement nous montrer des héros du quotidien, les héros cachés, les rebelles, les grands généraux et tout, et là on est face à une femme qui ne pense qu'à une chose, c'est elle-même en fait, et ses besoins, etc. Et donc c'était assez... j'ai développé du coup une espèce d'ambivalence envers Scarlett, parce qu'à la fois je la trouvais tellement authentique, parce que du coup elle n'est pas parfaite, elle est bête, elle est égoïste, mais elle dépeint certainement tout un tas de gens qui étaient vrais, c'est-à-dire que voilà, c'est la nana qui va aider les soldats dans l'infirmerie mais qui ne supporte plus y aller à cause des odeurs et qui aimerait bien ne plus y retourner, quoi. C'est la nana qui doit aider Mélanie parce qu'elle est enceinte, mais en fait au fond d'elle-même elle se dit finalement si elle mourait ça serait peut-être bien. Ça fait qu'on la déteste et qu'en même temps on l'aime bien parce qu'en même temps elle est forte, quoi, et qu'il y a plein de moments où finalement le côté bien rangé de toutes ces femmes du Sud un peu dociles, bah en fait dans le contexte d'une guerre n'a plus lieu d'être, et donc le fait qu'elle soit aussi forte et aussi débrouillarde et qu'en fait elle soit égoïste, mais du coup ça la rend hyper fierce, quoi, hyper je sais pas comment dire en français, pardon, j'ai un trou là, ça la rend assez brutale, on va dire, et sauvage, et donc du coup ça fait qu'elle protège aussi très bien les siens, donc ça c'était hyper impressionnant. Et d'un autre côté, elle fait tellement de remarques mais horribles sur ses esclaves et sur les Noirs en général qu'on a juste envie c'est qu'elle soit une victime de la guerre, quoi. Enfin, vraiment, c'est terrible. Enfin, des trucs du genre, oui, parce que les Noirs, de toute façon, sont tellement contents de nous annoncer des mauvaises nouvelles, mais des trucs, enfin... Et ça passe, mais vraiment dans le récit, mais comme une lettre à la poste, quoi. Et j'étais là, et
Et en fait, j'étais assez choquée quand même des propos. Et donc, si vous voulez, c'est plus ça, moi, qui m'a... Même si je sais que ça dépeint un personnage, c'est-à-dire qu'en effet, je pense que c'est une belle du Sud, qui a été élevée comme ça, qui répète bêtement tout ce qu'on a pu lui dire pendant des années. Et donc, oui, on n'a pas cherché à nous dépeindre un personnage qui se serait sorti de sa condition. Et en ça, bah, on peut le voir comme ça, c'est-à-dire de dire, oui, mais en fait, l'autrice a peut-être aussi voulu montrer que, en effet, bah, ces jeunes filles-là étaient élevées comme ça, n'essayez pas de penser autrement, et donc répétez stupidement tout ce qu'on avait pu leur raconter, quoi. Alors que même elles sont au sein d'une guerre, elles se posent pas forcément la question du bien fondé de la guerre, parce que de toute façon, pour elles, ça serait une façon de perdre ses privilèges, et donc du coup, il est hors de question, je pense, qu'une seule seconde, elles se disent que c'est une bonne chose pour sa nation, et surtout pour les gens qui vivent à côté d'elle, quoi. Donc c'était à la fois super intéressant, il y avait plein de moments aussi hyper intéressants sur la façon dont vivent les femmes par exemple à cette époque, puisque du coup bah, les hommes vont au front et donc très peu restent derrière pour s'occuper des champs, faire vivre les femmes qui entre guillemets ne savent absolument rien faire de leurs 10 doigts pour beaucoup d'entre elles. Et ça aussi c'était assez intéressant parce que du coup on les sent très démunis et pour autant toujours tellement ancrés dans leur veine discussion et tout que bah, l'entraide se développe pas non plus énormément quoi. Donc c'était assez fou. J'ai lu du coup que l'autrice finalement avait plus ou moins venait justement des États du Sud et avait vécu comme ça cette espèce d'État du Sud déchu par la guerre de sécession. Donc je ne sais pas si c'est... Je sais pas trop ce qu'elle a essayé de nous dire, et c'est dommage qu'on n'ait pas plus de récits de l'autrice pour qu'on comprenne un peu ce qu'elle essayait de nous dépeindre, en fait. Apparemment, dans le tome 2, elle va beaucoup plus nous dépeindre la façon dont les grandes promesses, finalement, du Nord ne se sont pas du tout mises en place dans le Sud, et même dans le Nord pour les Noirs de manière générale, puisqu'ils n'auront pas le droit de vote, ils n'auront pas l'accès aux terres, ils ne pourront donc pas être propriétaires terriens, donc soi-disant ils étaient libérés, mais d'un coup il y en a beaucoup apparemment qui se retrouvaient seuls, sans quoi vivre, etc. Donc ça je sais pas si c'est dépeint, a priori oui, donc on verra, et elle dépeindrait aussi apparemment dans le tome 2 beaucoup plus de comment ça s'est passé finalement pour les États perdants, et donc toutes les violences qui ont pu suivre et qui se sentaient plus ou moins auto-justifiées du fait que on était sur des États qui avaient perdu la guerre. Donc écoutez, voilà, c'est ambivalent, c'est un livre qui est très complexe. Je pense que je pourrais pas en parler pendant des heures, ça fait déjà un moment que je déblatère dessus, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Mais voilà, moi je trouve que il faut s'attendre quand même à des remarques hyper acerbes faites du coup sur les esclaves et les noirs de l'époque, et en ça c'est quand même une lecture qui est difficile. Mais à la fois, comme je vous disais, je trouve que c'est assez historiquement parlant, assez intéressant. Et je suis assez curieuse parce que en fait, ce qui m'intéresse moi dans ce récit-là, c'est vraiment l'aspect la vie des gens, le quotidien, qu'est-ce que l'autrice essaie de nous raconter, plus que finalement l'histoire d'amour que je trouve qui, pour autant, j'avais trouvé très belle dans le film, là me laisse complètement froide parce que je la trouve tellement horrible. En fait, elle et Red Butler, qui arrive toujours comme un chevalier servant au bon moment, mais en même temps qui tombe amoureuse de cette fille qui est d'une stupidité, mais je comprends pas trop en fait. Donc du coup, bon, on va voir. Je sais pas si je lirai la suite, parce que c'est quand même très très long. Peut-être, mais pas tout de suite. Je pense que je vais un peu laisser reposer, et j'ai tellement de livres à lire que voilà. Mais bon, pour un classique, je suis quand même contente, et je vous le conseille si c'est une période de l'histoire qui peut vous intéresser, pourquoi pas. Donc ensuite je vais continuer en fait, alors comme vous verrez moi j'ai mis encore pas mal de 4 et 5, parce que j'ai le 4 et 5 assez généreux on va dire en lecture, mais là j'ai envie de baisser un petit peu ma note parce qu'au final je peux pas dire que j'ai passé un si bon moment que ça, et ça me fait un peu mal de vous le dire parce qu'il s'agit du coup de Nothing Like the Movies de Lynn Painter que j'ai écouté en audio du coup sur Nextory et auquel j'ai mis 4 sur 5, mais en vrai je pense que j'aurais pu lui mettre 3, voire 2,5. Parce que alors, je trouve que ce livre a plein de bons côtés, c'est un livre qui se lit tout seul. Si vous aviez aimé Better Than the Movies,
Donc on suit du coup Elisabeth, qui est une fan de comédie musicale, de comédie romantique, pardon, et notamment des bandes-sons, puisque c'est un lien qu'elle entretient avec sa maman qui est décédée, donc c'est un lien qui est très fort. Et après on a Wes, qui est son voisin, mais ils peuvent pas trop se piffrer, et en fait Wes doit aider Elisabeth à sortir avec un mec du lycée dont elle est follement amoureuse. Et donc ça c'est toute l'intrigue du tome 1, et finalement dans le tome 2 on va retrouver nos deux protagonistes qui ne sont plus ensemble pour une raison qui est ce qu'elle est, et qui vont se retrouver néanmoins à l'université, et donc eh bien notre protagoniste masculin va essayer de reconquérir le cœur de sa belle. Alors, moi, le protagoniste masculin, je le trouve toujours aussi cool. Alors, on va pas se mentir, c'est Wes, on sait très bien que c'est Wes. Je le trouve toujours aussi incroyable et tout, et j'ai trouvé que les raisons qui l'avaient poussé, du coup, à avoir les comportements qu'il avait eu envers Lise étaient intéressants, même si un petit peu tirés par les cheveux. Mais voilà, pourquoi pas, enfin, ce qui explique en gros pourquoi ils se sont séparés, je trouve ça assez plausible. J'ai trouvé que c'était d'ailleurs une situation assez difficile et assez dure pour ce garçon-là, qui nous montre encore une fois qu'il est hyper résilient, hyper généreux, etc. Et franchement, ce mec, c'est le green flag des green flags. Donc en ça, c'était très chouette. J'ai trouvé que c'était un livre, comme je vous disais, qui se lit tout seul, etc. Mais moi, ce qui m'a gênée, c'est Lise. Lise, ça a été un de mes personnages favoris de 2024, parce que j'aimais le fait que ça soit une adolescente, donc au lycée, excusez-moi, je perds ma voix, qui s'assume complètement, c'est-à-dire elle a ce style un peu vintage, un peu dingue, elle adore les comédies romantiques, et en fait elle ne cherche absolument pas à s'en cacher, parce que pour elle c'est quand même un peu un hommage à sa mère. C'est une énorme romantique dans l'âme, etc. Et elle est fan de musique. Et si vous voulez, quand on la retrouve des années plus tard, c'est plus du tout la même. Donc, alors certes, on vieillit, on change et tout, mais je trouvais qu'on avait bâti quand même la personnalité de Lise sur cette corde, en fait, qui est donc son romantisme, et là, d'un coup, on en fait un personnage cynique, qui est pas du tout intéressé par les garçons, l'amour, ça l'intéresse pas, et tout. Et je trouve que la justification, pour moi, n'était pas suffisante pour qu'on la fasse changer de personnalité comme ça, et limite... Bah désolée de dire ça, mais je pense qu'on devrait pas changer de personnalité pour un garçon, quoi. Donc franchement, ça m'a saoulée, parce que je me suis dit, mais pourquoi l'autrice a fait ça, en fait ? Pourquoi l'autrice a dépeint, en fait, ce merveilleux personnage qui a fait un espèce de shift à 180 degrés, là, pour devenir un espèce de Grinch, là, de l'amour, là, ça n'avait aucun sens. Et franchement, ça m'a saoulée, parce que du coup, je trouvais que c'était un peu... On essaie de mettre des bâtons dans les roues pour être sûr que les personnages se retrouvent pas, mais c'était trop gros, c'était surfait, et à la fin, Lise, on avait juste envie de dire, bon meuf, on a compris, genre, mais tu t'es pas non plus battue de ouf, quoi. Enfin, donc... je sais pas. Moi, j'ai pas été ultra convaincue par cette histoire. Vous ferez votre propre avis, vous me direz ce que vous en avez pensé, mais un peu déçue par ce tome 2. Ensuite, et très étonnamment, j'ai enchaîné pas mal de 5 sur 5, c'est-à-dire que c'est des lectures qui étaient vraiment très bien. J'ai eu du mal à rentrer dedans et à y rester, mais une fois que j'étais hyper bien. Et notamment, grosse surprise, j'ai lu Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble, qui est donc le tome 3, vous savez, dans sa série Season, que j'écoute toujours en audio, là, sur Nextory. Et donc, ça commence ultra fort, puisque du coup, on suit Nolia, qui est donc une jeune femme qu'on avait plus ou moins vue dans les tomes précédents, qui avait fait un déni de grossesse. Donc, déjà, le thème... voilà, c'est quand même pas un thème qu'on voit très souvent, et donc du coup, là, on la retrouve des années plus tard. Elle vit toute seule à Amsterdam, si je me trompe pas, et elle a un magasin de fleurs, et donc l'histoire commence... Bon, en fait, elle va à un rendez-vous pensant tomber sur un client, et... En face, on a Camille, qui est donc un jeune homme hyper brillant et talentueux. Lui est là en pensant finalement engager une plus ou moins, j'ai envie d'appeler ça une escorte, on va dire une fausse petite amie, pour redorer un peu son image, puisqu'il a lancé une appli qui permet aux gens de se trouver un partenaire, on va dire.
et que donc l'appli le fait passer pour un espèce de donjon qui brise les cœurs et qu'on a rien à foutre des nanas. Et donc voilà, il essaye un peu de redorer son image de ce côté-là pour que les actionnaires soient contents, que l'image de sa compagnie se passe bien et tout. Donc c'est assez marrant, hein. Forcément leur première rencontre, les quiproquos, machin, on est là, oula. Et par contre, c'était trop bien. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire est complètement what the fuck. Enfin, c'est-à-dire que quand on commence, on se dit vraiment, non mais, la meuf, de nulle part, tu décides et tout, de la prendre comme fausse petite amie, parce qu'en fait c'est ça qui va se passer, en fait, il va proposer à Nolia d'être sa fausse petite amie fiancée pour redorer son blason, et comme elle est en galère de ouf avec sa boîte qui est en train de se casser la figure, et qui lui propose beaucoup d'argent, et elle dit, bon bah ok, on va faire ça. Et en plus ça l'arrange bien, parce que ses parents lui mettent une pression de dingue, parce qu'elle a un enfant mais elle a pas de mec, et donc ils essayent absolument de la repousser dans les bras de son ex qui est d'une toxicité mais sans comparaison. Et donc du coup, chacun y trouve un peu son compte dans ce fake dating qui se transforme très vite en fake mariage. Et franchement j'ai adoré. C'était hyper bien, c'était hyper cocasse, c'était marrant. Oui c'était carrément what the fuck mais on s'en fout. C'était hyper beau, franchement la fin était ouf. J'ai tout aimé, franchement j'ai tout aimé, j'ai trouvé que c'était trop cool, c'était trop mignon en fait, c'était vraiment la petite histoire, vous voyez le bon petit téléfilm, vous voyez, de romance comme on les aime, bah voilà, c'était ça. Donc si vous cherchez une bonne petite lecture légère, mais en même temps vous allez vraiment être un petit peu à fond, parce qu'il y a quand même des retournements de situation et tout, n'hésitez plus, franchement, trop cool. Je bois entre deux histoire de pas mourir. Alors je me rends compte que j'ai lu quand même pas mal de romances, donc on va continuer avec les romances, comme ça après je passerai à tout ce qui est roman de saisie, si ça vous intéresse un peu moins. Et j'ai un historique aussi dont il faut que je vous parle. Donc du coup après, j'ai lu, alors là j'ai trop abusé, j'ai lu Mile High de Lee Stamford. Donc c'est un livre qui me faisait hyper envie. Mais tout ce qui était romance sportif, comme je vous l'avais dit, ça avait tendance un petit peu à me saouler, parce que c'est toujours des romances universitaires, que les mecs ils ont quand même 20 piges, que bon, à un moment donné, j'ai aucun problème, on a le droit d'aimer les romances universitaires, même quand on a 40, 50, 60 ans, il n'y a aucun sujet, je ne juge personne, mais moi personnellement, j'en ai marre en fait, parce que je me dis, bah ouais mais les gars, en vrai... vous avez rien vécu quoi, et en fait vous êtes en train de m'expliquer qu'à 20 ans vous avez trouvé l'amour de votre vie et que 2 minutes après vous vous êtes épousés, machin. Bon, je sais pas, je trouve qu'au bout d'un moment ça me saoule un peu leurs problèmes de cours, qui savent pas s'ils vont y arriver et tout. Je pense que leurs problématiques sont un petit peu trop éloignées maintenant de ce que je vis pour me sentir vraiment concernée. C'est peut-être aussi ce qui a fait que Nothing Like the Movies, j'étais aussi pas hyper à fond, même si je pense que c'était pas lié qu'à ça. Bref, donc je me suis quand même lancée dans ça en me disant bon on va voir ce que ça donne, et ce que j'ai apprécié justement c'est que les protagonistes sont un peu plus vieux. Et donc là ils ont pas 20 ans, ils en ont bien 27, presque 30, et donc du coup ça fait du bien en fait. On est un peu en train de se parler de gens qui ont des familles ou qui veulent construire un foyer, machin, et donc c'est forcément un petit peu plus proche moi de ma vie, donc voilà, j'ai plus aimé ça, donc ça c'est un premier point. Et en fait après, mais j'ai kiffé. En fait, c'est trop bien. C'est l'histoire entre Zenders, qui est du coup un joueur de hockey assez célèbre, mais surtout célèbre pour ses frasques, en fait. C'est un peu le bad boy de l'équipe, qui se tape plein de nanas, qui fait que se battre, parce que vous savez qu'en hockey, on a le droit de se battre, on a juste des pénalités. Et donc, il va faire la rencontre de Stevie, qui est donc une hôtesse de l'air, qui va travailler finalement dans le jet qui va les emmener pendant toute la saison dans les différentes villes pour faire leur match... du coup en extérieur. Et Stevie, elle, c'est un peu le côté, moi je suis déjà sortie avec un joueur, c'était un joueur de basket je crois, et jamais de la vie je ressortirai avec un joueur parce qu'en fait c'est le mauvais plan. Et évidemment lui, qui se dit mais en fait cette meuf ne me veut pas, donc forcément je la veux, enfin le côté le chasseur est de sortie, et va se faire qu'une obsession, c'est absolument de séduire Stevie. Et finalement, il y a plein de choses que j'ai aimées dans ce roman. Alors, la première chose que j'ai aimée, c'est que tous les deux sont des super fortes personnalités. Stevie, elle se laisse pas faire. Enfin, c'est vraiment pas la petite nana genre « Oh oui, il s'intéresse à moi et tout, oh, j'ai de la chance ». Pas du tout. Hein. Au début, elle est genre « Mais toi, t'es un vrai con ». D'ailleurs, lui se comporte comme un gros con au début. Et du coup, elle le remet à sa place, mais comme jamais, et je pense que ça lui fait le plus grand bien. Et donc ça, c'était assez chouette. Elle aussi, c'est une femme ronde. Donc du coup, ça, c'était assez chouette aussi en termes de représentation et en termes de
de toutes ces choses qu'on peut se raconter, etc. Quand on doit se mettre nu, quand on se regarde dans la glace, quand on doit s'habiller dans un uniforme, etc. J'ai trouvé que c'était des réflexions qui étaient hyper intéressantes et assez justes, et j'ai trouvé ça très chouette. J'ai beaucoup aimé qu'ils aient tous les deux une histoire familiale assez intéressante, ou en tout cas des blessures et tout, et surtout j'ai beaucoup aimé le thème autour des relations du lycée. Des relations universitaires et de ce que ça laisse comme trace quand on est adulte. Parce qu'en fait, j'ai trouvé ça très bien fait, ce côté où, vous savez, on est amis avec des gens pendant longtemps, et en fait on change parce qu'on vieillit, et ces gens parfois ont tendance à nous ramener à une version de nous qu'on n'a pas du tout envie de revoir, tout simplement parce que c'est plus qui on est, et que je pense que ces gens-là, vous savez, nous tirent comme ça vers le passé, nous ramène peut-être aussi à des comportements qu'on n'a plus, ou des souffrances qu'on n'a plus, des choses comme ça. Et en fait, à quel point on peut se rendre compte parfois que de garder des relations est plus nocif finalement que de juste couper les ponts en disant mais je n'ai pas besoin de ça, ce n'est pas moi, et au final je pense que c'était pas une relation qui m'apportait du bien, et ça j'ai trouvé que c'était ultra bien traité et j'ai beaucoup aimé. Après le livre il est complètement what the fuck évidemment, parce que lui il est sur-riche et tout, donc forcément ça part dans des proportions pas possibles. Du coup ce qui m'a un petit peu déçue, c'est la crise des 80%, donc du coup vous savez les petits dramas là qui fait qu'on sait pas s'ils vont finir ensemble, et bah là je l'ai trouvé un peu naze, parce que c'est tout sur des surinterprétations, sur un peu un manque de communication et tout. Et c'est un peu dommage, parce qu'en fait le livre est déjà tellement what the fuck, en fait, qu'on aurait pu avoir un truc un peu plus fracassant que juste ça, surtout que je trouve que l'histoire se met en place de telle façon à ce qu'on pense voir arriver le truc en mode waouh, c'est ça qui va se passer, ça va être ouf et tout, et au final moyen. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. C'est un livre qui est un peu long, il fait quand même 700 pages, je crois. Ouais, 720 pages, mais par contre, moi je peux pas vous dire que j'ai trouvé ça long, j'ai lu ça en 5 minutes. Donc franchement, j'ai kiffé. Évidemment, qu'est-ce qui s'est donc passé ? J'ai tellement aimé, oui parce que c'était un achat, que j'ai direct enchaîné avec le 2, puisqu'en fait dans le 2, on suit Ryan, qui est donc le frère de Stevie, qui est dans le 1, qui lui est joueur de basket. Et on va suivre Indy, qui est donc une copine aussi de Stevie, dans le 1, et franchement, mais j'ai tellement aimé, j'ai encore plus aimé que le 1. Enfin vraiment, je pense pas que c'était possible, mais le green flag, il est incroyable. Enfin vraiment, Ryan... je suis tombée amoureuse de ce personnage. Donc en fait, on va suivre Ryan qui est le nouveau capitaine de son équipe de basket. Donc il y a un peu du fake dating aussi là-dedans. Et en fait, le manager de son équipe pense que l'équipe a un petit peu fait un mauvais choix en le choisissant lui, parce qu'il le trouve trop sérieux. Il trouve qu'il est trop concentré sur le basket, et que du coup, le fait qu'il manque d'équilibre dans sa vie fait que ça ne fera pas de lui un bon capitaine. Et donc il dit non mais vous inquiétez pas, j'ai une nana, c'est elle. Et en fait, la nana, c'est Indy, c'est en fait la copine de sa sœur à qui il rend service, parce qu'Indy, elle sort d'une situation, on va dire, un peu compliquée avec son ex, quoi. Et du coup, elle squatte chez Ryan. Et donc, Indy va dire, bon bah ok, je veux bien ta fausse petite amie, mais du coup, tu me laisses habiter chez toi, etc. Donc ils vont un peu se faire un petit deal, on va dire, entre eux. Et finalement, ce sont deux personnages qui ont tous les deux des histoires amoureuses qui les ont un peu meurtris. Donc c'est quand même deux sensibles, même si chacun le démontre pas de la même façon. Ce que j'ai aimé chez elle, c'est que c'est vraiment le people pleaser, quoi. C'est vraiment la nana qui veut absolument que tout le monde soit content, machin et tout. Et qui est ultra sensible. Et pour une fois, c'est pas forcément dépeint comme quelque chose de mal. Et ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé qu'on dise que c'est une femme forte, qu'elle surmonte plein de trucs, qu'elle accomplit plein de choses, mais qu'elle est aussi ultra sensible. J'ai bien aimé qu'on n'essaie pas toujours de prêter des qualités dites masculines à une femme, et qu'on lui laisse sa sensibilité, et qu'on dise bah en fait elle est sensible, et pour autant ça n'empêche pas que c'est une badass. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a bien plu, et j'ai bien aimé d'ailleurs son caractère, que j'ai trouvé extrêmement drôle. C'est un livre quand même qui est assez marrant, parce qu'il y a pas mal de petites scènes un peu cocasses, bien évidemment, parce que lui c'est vraiment le robot, quoi, et elle c'est je sais pas, c'est la petite maison dans la prairie, vous voyez, voilà, les petites fleurs partout et tout, donc c'est quand même des opposés complets. Mais franchement, c'était très chouette, j'ai trouvé que leurs interactions étaient vraiment très 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 mignonnes. J'ai trouvé que la crise des 80% était complètement bidon.
Ça fait vraiment comme le 1, je trouve que vraiment c'est toujours fait sur des espèces de surinterprétation de l'autre, et vraiment là c'est vénère hein, comme jamais, et vraiment j'étais là mais non en fait on n'y croit pas une seconde, je pense qu'en une phrase dit de l'un ou l'autre le truc était réglé, donc j'ai pas trouvé que c'était convaincant, et honnêtement je sais même pas si c'était vraiment nécessaire, parce que bah peut-être qu'on aurait pu avoir une histoire d'amour un peu sympa, sans cette crise-là, et en fait le livre je l'aurais tout autant aimé. Voilà, j'ai trouvé que l'épilogue était un petit peu too much, mais ça c'est toujours comme ça un peu dans les romances, il faut nous faire le truc un peu à mode Disneyland. Mais voilà, c'était très chouette, c'est deux gentils qui tombent amoureux, et c'est trop cool parce qu'on aime les gentils, on aime les histoires de gentils. Ensuite j'ai lu du coup, en fait j'ai commencé mon mois avec ça, donc je sais pas pourquoi je vous dis ensuite. Ensuite je vous présente Un royaume si maudit, le royaume des mensonges, le tome 2 du coup de Stasia Stark. Donc pour rappel, le premier s'appelait Un royaume si cruel et merveilleux. Je crois que c'est un truc comme ça, enfin, vous savez, franchement, ces titres-là, un royaume si machin et trucs, là, faut arrêter. Vraiment, changer, faites des trucs simples, parce que vraiment, donc, bref. Le tome 2, c'est celui-ci. Donc dans le tome 1, on suit, du coup, Priska, qui vit dans un monde où, finalement, le roi prive les gens de leur pouvoir à la naissance et leur redonne une goutte quand ils ont 21 ans, je crois, un truc comme ça. Et alors ils ont une marque bleue qui font qu'ils sont un peu perçus, qu'on va dire, comme acceptés par le roi, et donc ils vivent après une vie tout à fait normale. Sauf que c'est pas toujours le cas, puisqu'il y a des gens en fait qui, malheureusement, on a beau leur prendre leur pouvoir à la naissance, il en reste plein. Et donc le royaume perçoit ça comme une trahison, et donc quand on s'en rend compte au moment où on veut leur rendre leur goutte de magie, on va en fait les tester, voir s'ils ont un pouvoir, et s'ils en ont encore, eh bien on les tue. Donc sympathique. Sauf que c'est bien plus complexe que ça, puisqu'en fait on va comprendre... Ça c'est ce que voit Priska finalement de ses yeux, un peu naïfs dans le premier tome, qui est un peu de dire « oulala, moi il me reste des pouvoirs, je vais me faire tuer, il va falloir que je m'enfuis, machin et tout ». Mais c'est beaucoup plus étendu que ça. Finalement cette histoire de pouvoir qui est enlevée, redonnée et tout, cache toute une machination autour de la magie, autour du roi, autour des royaumes qui sont à côté et tout. Cette série est trop cool. Je trouve que vraiment, pour tout ce qui est univers, je la trouve trop intéressante. Et je vous dirais que c'est assez original parce que c'est quand même un système de magie qu'on voit pas tous les jours. Alors certes, ça ressemble un peu à des failles de façon un peu normale, hein. Ils ont tous des pouvoirs un peu, genre ils sont un peu plus grands, ils sont plus forts, machin et tout. Mais j'ai bien aimé le côté justement un peu politique en fait du truc, et je trouve que dans ce tome 2 on en a pas mal. Par contre ce que je lui reprocherais, donc évidemment hein, Priska elle va rencontrer un mec qui est incroyable et tout. Je vous laisse, je fais pas le bail. Mais voilà, on suit du coup Priska qui va se découvrir dans le tome 1, qui va se rendre compte qu'elle est finalement au cœur d'une histoire qui va complètement la dépasser, comme un peu toujours avec ces jeunes femmes qui, comme par hasard, est une élue, machin. Et dans ce tome 2, elle va finalement prendre conscience de toute la charge politique et qui lui incombe et qui lui tombe sur les épaules. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que finalement Priska, à un moment donné, elle se dit mais moi je viens d'un village, je suis personne, d'où en fait je suis l'élue de quoi, enfin ça n'a aucun sens en fait. Et donc elle est, et ça j'ai bien aimé ce côté un peu troublé, vous savez c'est pas le genre d'héroïne un peu badass qui arrive et qui dit ah oui je suis l'élue, ah, ok pas de problème, donnez-moi une épée, un cheval, j'arrive. Pas du tout. Et ça m'a plu parce que je pense qu'on serait à sa place, on serait un peu pareil, en train de douter, en train de dire mais pourquoi les gens me suivraient moi, enfin genre aucune idée quoi, alors que il y a genre 3 mois j'étais personne quoi. Donc ça j'ai trouvé ça plutôt cool. Après j'ai trouvé que ça avait la problématique des tomes, des deuxièmes tomes, c'est que c'était long. Pendant 50% les gars il se passe rien. Et donc ça franchement c'était chiant, mais comme je savais que ce livre avait vraiment un bon potentiel, enfin cette série a un bon potentiel, j'ai continué et je suis contente d'avoir persévéré parce que les 50 derniers, on va dire du livre était trop bien, il se passe 10 000 trucs, nos personnages repartent en quête, etc. et ça fait que l'intrigue reprend vraiment un rythme et un essor. C'était super chouette. Après comme je vous dis, comme j'avais des problèmes avec tout ce qui était longueur et tout, peut-être qu'en vrai le livre il se lit tout seul, mais moi c'était moi, donc prenez-le avec vraiment beaucoup de pincettes. La fin, mais tellement abusée, enfin vraiment j'ai fermé, j'ai fait...
Quelle bande de bâtards. Donc du coup, j'ai vraiment hâte de lire la suite. C'est une série que je vous conseille vraiment, je l'adore. C'est pas, comme je vous dis, c'est pas l'histoire la plus originale qui soit, et pour autant il y a plein d'éléments qu'on n'a pas l'habitude de voir en termes de complot un peu politique et tout, et ça je trouve ça cool dans une romantasy, ça change, ça fait du bien. Mais voilà, un petit peu inégal en termes de rythme. Ah oui, il y a un petit truc moi qui m'a saoulée, c'est que notre ami, je crois que c'est Lorient il s'appelle, a tendance à attraper le poignet de notre héroïne de manière un petit peu brutale à chaque fois qu'il veut marquer un point, et ça m'énerve un peu. Donc je sais pas si à un moment donné ça va la saouler elle aussi, et elle va un peu se rebeller, ou alors je sais pas si c'est un problème de mauvaise traduction, mais il y a souvent ce côté il m'agrippe le poignet, et je suis un peu genre mais t'as pas besoin de lui agripper le poignet pour dire que t'as raison quoi, genre calme-toi mec. Donc ça m'a un peu gavé, mais hormis ça, je vois très très bien cette série, si vous connaissez pas, bon, moi quand le 3 sort, j'achète direct. Ensuite j'ai lu une pépite, c'est Le Chant de la Reine Corbeau d'Isabelle Lozac. Comme je vous l'avais dit, ce livre je l'ai acheté au pop-up Bookmark là à Paris quand je suis passée, et franchement, il me faisait envie, mais pas non plus de ouf. Enfin en vrai je repartais sans. C'est vraiment quand la nana m'a dit non mais ce livre, il est trop bien, en plus la plume d'Isabelle, elle est hyper belle et tout. Mais heureusement qu'elle m'a dit ça et que je l'ai lu. Parce que du coup, moi je l'ai écouté en audio, sachez que, parce que bon, j'ai beaucoup trop de bouquins à lire quoi, sachez que l'audio est très chouette. Donc il est sur Audible en exclusivité, il me semble. Et vraiment, il est très très bien. Ils ont pris du coup un homme et une femme pour faire l'alternance de point de vue. C'est très très bien fait et je vous le conseille vivement. Et franchement, ce bouquin, c'est un peu comme si, vous savez la série Fenêtre sur les ténèbres là, la duologie que j'ai adorée en 2024, qui était une de mes meilleures lectures. Donc c'est comme si cette série et la série Défier la nuit de Brigitte Kemmerer avaient fait un enfant, et bah ça aurait donné ce bouquin. Enfin franchement, c'est vraiment cet effet que ça m'a fait. C'est un livre mais qui est tellement atmosphérique et qui a un côté conte que j'ai adoré. Enfin vraiment, je vous jure, l'audio, je l'ai dégommé. Enfin, j'ai adoré. Donc je vous explique de quoi ça parle. Donc on va suivre Vassilia, ouais c'est ça. Vassilia et lui c'est Adrien. Donc en fait Vassilia va se réveiller un matin et toute sa famille a été assassinée parce que finalement sa famille donc et la famille royale de leur royaume, ils descendent d'une ancienne prêtresse ou déesse, je sais plus trop, qui avait donc pour but de protéger les populations, mais il semblerait quand même qu'au fur et à mesure du temps, sa famille, comment dire, ait pris quelques libertés quant à ce sujet et soit devenue assez tyrannique, et donc ils avaient beaucoup d'ennemis, et donc ça s'est terminé dans le sang. Malheureusement, et heureusement pour elle, bah, ils n'ont pas réussi à tous les tuer puisque elle en réchappe, et se rend bien compte qu'elle est dans une position extrêmement précaire, puisqu'on lui rappelle qu'elle ne peut pas monter sur le trône si elle n'est pas mariée. On adore quand même hein, ces petites sociétés où on vous explique que c'est une nana qui a sauvé l'univers et sauvé le royaume, mais on vous explique quand même que tu ne peux pas régner seule en tant que meuf. Donc c'est bien, il faudrait pas que le royaume soit un petit peu trop évolué. Et donc, du coup, ce qu'a fait Vassilia, c'est qu'elle va choisir, en fait, elle va jeter son dévolu sur Adrien Sandrecoeur, qui est donc le fils d'une des familles, voilà, qui a pas l'air de l'apprécier des masses, mais parce qu'elle le pense un petit peu ingénu, assez docile, assez faible, et elle se dit, bon, bah voilà, lui, il va pas me trucider dans la nuit, quoi. Sauf que Adrien avait absolument pas du tout envie de devenir roi. Lui, il avait envie de devenir un érudit, aller bosser dans sa bibliothèque et passer sa journée à lire des histoires sur, justement, l'ancêtre de Vassilia, donc il est dégoûté. Donc, au début, il la déteste. Mais il la déteste, genre vraiment du plus profond de son cœur. Et j'ai trouvé que c'était hyper bien fait. Donc je vous raconterai pas ce qui se passe, parce que c'est un livre qui se lit très vite quand même, parce qu'en vrai, là, il fait 435 pages, mais c'est écrit très gros. Mais c'était génial. Franchement, c'était génial. C'était vraiment les romantaisies comme je les aime, c'est-à-dire c'est un peu comme quand je vous parlais de Déraciné, quand je vous parlais d'une fenêtre sur les ténèbres, c'est-à-dire vraiment ces romantaisies là qui ont une ambiance avec ces espèces de forêts qui sont un peu maudites, enchantées, ce mal qui se développe, on sait pas trop pourquoi, comment. Il y a ce côté recherche aussi où ils vont aller creuser le passé, etc. Comprendre en fait aussi pourquoi on a assassiné toute sa famille du jour au lendemain, parce que pourquoi maintenant en fait. Et il y a un système de magie hyper intéressant. Enfin, vraiment, l'autrice a fait un travail, mais de ouf. Vraiment, ce livre, c'est une pépite.
Je suis vraiment déçue de ne pas l'avoir vu plus passer, parce que vraiment, mais j'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. Enfin, vraiment, il m'a laissé le même sentiment que Une fenêtre sur les ténèbres. Je pense que ça restera, sur mon année, une de mes meilleures lectures de l'année, c'est certain. Ensuite, je suis trop contente de vous parler de ce livre. Il s'agit du coup de What the River Knows, qui, comme Le Chant de la Reine Corbeau, est un coup de cœur. Et pourtant, celui-ci, c'est pas un livre parfait, quoi. C'est-à-dire qu'il a une vraie problématique pour moi, c'est qu'il est assez inégal en termes de rythme. Donc on va vraiment faire ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des moments où on va être à fond, la minute d'après, pendant 3 semaines, ils font rien. C'est un petit peu étrange en fait, et ça pour moi c'est son côté un peu négatif, mais hormis ça, j'ai tout aimé. Donc on va suivre du coup Inès, qui est donc une jeune femme dont les parents étaient archéologues en Égypte, et donc elle les a connus, mais un peu de façon sporadique, c'est-à-dire que ils revenaient en Argentine pour s'occuper d'elle, et 2 mois plus tard, ils repartaient pendant 6 mois en Égypte. Donc elle a, je pense, une vision justement qui est un petit peu idéalisée finalement de ses parents, et malheureusement, du jour au lendemain, il décède, et elle va recevoir de son père un genre d'héritage, une bague de type égyptien. Et elle va se dire, non mais attends, c'est pas possible, moi j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Donc elle va rejoindre son oncle en Égypte et vouloir, un petit peu harceler son oncle pour qu'il lui explique comment ses parents sont morts. C'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. L'héroïne, elle a ce côté un peu sassy, c'est-à-dire qu'elle est un peu... elle est confiante, mais elle est pas arrogante, et en même temps, elle se met dans des situations qui sont complexes, mais elle est pleine d'ingéniosité, elle est assez débrouillarde et tout, et du coup, on s'attache super vite à elle, parce qu'on sent qu'elle est vraiment perturbée, finalement, par cette perte, et qu'elle veut savoir, et nous aussi, d'ailleurs, on veut savoir, en fait. Et elle va rencontrer, du coup, Whit, qui est donc... qui s'appelle Whitford, je crois, qui est donc genre l'assistant de son oncle, qui la laisse évidemment pas indifférente, mais lui aussi, il est plein de retenue, on a l'impression qu'il cache plein de trucs, son oncle aussi, on a l'impression qu'il cache plein de trucs, c'est pas clair et tout, et c'était vraiment, vraiment hyper bien. J'ai trouvé que l'histoire était très originale, je trouvais qu'il y avait pas mal de retournements de situation où j'étais un peu genre... What? Il y a des trucs que j'ai vu venir, et vraiment il y a des trucs que je les ai vraiment pas vu venir, et genre la fin... J'étais là, mais comment ça on n'a pas la suite en fait? Vraiment c'est très chouette. Si vous kiffez, enfin si vous avez kiffé comme moi quand j'étais plus jeune, la momie quoi, vous allez kiffer. Parce qu'en vrai, il y a trop cette vibe, vous savez, parce qu'il y a un côté très magique dedans, mais qui est reconnu, qui est assez ok en fait, et du coup on va comme ça osciller avec quelques moments un peu de fantastique et tout, et c'est génial. Franchement c'est génial, j'ai juste une envie, c'est d'avoir que le deuxième soit traduit, parce que je sais qu'il est déjà sorti en anglais, et j'espère que Rajo va nous traduire, je vois pas pourquoi ce serait pas le cas, mais vraiment, j'ai trop aimé. Et il nous faut plus de livres comme ça sur cette époque, parce qu'il y a aussi pas mal de faits intéressants sur l'archéologie, et sur les vols finalement enfin les appropriations aussi on va dire je vais y arriver, de pièces historiques antiques à cette époque-là, puisque ça se passe dans le début des années 1900, c'est 1884, donc c'est ça à peu près, et franchement c'est trop beau, franchement j'ai kiffé, et j'étais trop contente de lire ça, et je lirai le 2 avec plaisir, j'espère juste qu'elle aura joué un petit peu plus sur le rythme. Le dernier livre dont j'avais envie de vous parler, c'est La fille qui prenait les armes de Amy Harmon, que je viens tout juste de terminer là il y a quelques heures, et franchement c'est un livre, je pense que avant que je lise la dernière moitié, je vous aurais dit bof. Parce que on va suivre du coup, comment elle s'appelle, Deborah Sampson, qui est donc une jeune femme qui est un peu comme... qui a un peu un côté Anne de Green Gables, c'est-à-dire qui est un peu trop intelligente pour son âge. On va la connaître, elle a 10 ou 12 ans je crois, et elle va finalement être assignée chez une famille en tant que plus ou moins servante, parce que sa famille peut plus la nourrir, et que donc il faut qu'elle gagne sa vie quoi, d'une façon ou d'une autre, qu'elle gagne son pain. Et donc, mais on fait face du coup très très vite à ce personnage qui est hyper intéressant, qui est hyper joyeuse, qui a envie de mordre la vie à pleines dents, qui a plein d'envie en fait pour son futur, tout en comprenant très rapidement que sa condition de femme va être en fait finalement une contrainte quoi. Il va l'empêcher potentiellement de faire ce qu'elle veut faire.
Et donc on fait face du coup à ce personnage-là qui, à un moment donné, à l'âge, à 18 ans, je crois, ou 19 ans, je sais plus, et donc n'est plus obligée de travailler en tant que servante et pourrait très bien les faire sa vie, et sauf qu'en fait, elle décide, comme tous les garçons avec qui elle a été élevée, de s'enrôler dans l'armée. Du coup, j'allais dire continentale, c'est pas ce que je voulais dire du tout, dans la rébellion, envers la couronne, puisque on va traverser la guerre d'indépendance américaine. C'était, au final, après la deuxième moitié, trop bien. Parce que, au début, si vous voulez, la difficulté que j'ai eue avec ce roman, c'est que je comprenais pas où l'autrice voulait m'emmener. Donc elle me racontait l'histoire de Déborah, mais j'ai l'impression qu'on allait nulle part. Et en fait, au bout d'un moment, on comprend ce qui va se passer, mais c'est vrai que ça prend son temps, à tel point que je l'ai pas compris tout de suite, honnêtement. J'étais un peu genre, mais qu'est-ce que tu essaies de me dire ? Et donc, en fait, on va avoir Déborah, on va la suivre, on va voir exactement comment elle s'enrôle dans l'armée et tout. Et ça, j'ai trouvé que c'était tellement bien fait. Parce que vraiment, toutes les problématiques de femmes auxquelles vous pouvez penser en vous disant « Mais attends, quand tu te travestis, mais comment tu te laves, comment tu vas aux toilettes, comment tu fais pour tes règles, tout est mentionné à un moment ou à un autre, ce qui en fait de ce roman une justesse incroyable. » C'est aussi ce côté un peu assez beau en fait de la guerre d'indépendance, avec ce côté très patriotique, parce qu'en fait Déborah, elle croit sincèrement en sa cause, et ça a fait plein de moments assez touchants, et elle vit des choses qui sont très dures quand même. Et donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé au final. J'ai trouvé, du coup c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc Déborah Sanson, c'est un personnage qui a vraiment existé, même s'il y a toute une partie de sa vie dans ce roman qui est romancée. Et donc c'est pour ça que je vous invite à lire les notes de l'autrice, parce que c'est hyper intéressant, où elle raconte exactement comment elle a fait la découverte de ce personnage et toutes ses recherches et tout. Donc c'est très très cool. Et vraiment, c'est un chouette livre. Et du coup ça me donne envie de lire d'autres romans de Amy Harmon, parce que j'en ai un autre dans ma pile à lire qui s'appelle Ce que murmure le vent, qui se passe en Irlande, je crois. Et du coup, ça m'a bien chauffé pour lire la suite, mais vraiment, voilà. Si vous avez envie d'une bonne... d'un bon roman, comme ça, sur la guerre d'indépendance, un peu à la Mulan, et bah écoutez, je vous conseille vraiment celui-ci, parce qu'il est très chouette. Et voilà pour toutes mes lectures du mois d'avril. C'était encore très long, qu'est-ce que je parle ? Mais j'avais beaucoup de choses à vous dire. Je pense qu'en fait les romans que j'ai lus m'ont laissé beaucoup d'impressions diverses et variées, et je pense que j'avais vraiment besoin de décortiquer tous ces points-là pour que vous ayez une vision très très claire de ce que vous allez retrouver dans ces livres-là. Donc comme vous avez pu le constater, il y avait quand même de très bonnes lectures. Je suis quand même assez contente, là en reparlant des lectures du mois d'avril, je suis quand même contente de vous les partager, parce que mine de rien, il y a quand même eu 2 coups de cœur. Ça, c'était super chouette, ça m'a trop donné envie de relire du roman historique, parce que vraiment, j'ai kiffé. Le roman de Margaret Mitchell était un peu genre explosion de cerveau, donc ça vous fait vous poser 10 000 questions. Je pense que c'est un mois qui a été complexe, mais qui m'a fait du bien. Donc j'ai hâte de vous raconter comment se passera le mois de mai. J'espère que j'aurai plein de belles lectures comme ça à vous partager. Ça se présente assez bien. Là, je suis en train de finir Belladonna de Adeline Grace, que j'avais mis dans ma palle genre 1000 fois. Donc je suis quand même assez fière de moi. Et du coup, je vais essayer surtout de lire un maximum de ma palle, puisque je me suis mis un petit défi personnel. Et donc, à chaque fois que j'arrive à un palier de ce défi personnel, j'ai le droit de m'acheter 3 livres. Mais si je n'y arrive pas, j'en achète 0. Donc autant vous dire que ces temps-ci, ça fait très mal, parce que quand je regarde tout passer, je suis là, j'ai envie d'acheter ça. Mais voilà, mon but c'est de me dire, est-ce que ça va m'aider un petit peu à faire baisser ma palle sur le mois de mai ? Je l'espère. Donc je vous raconterai comment ça s'est passé à la fin du mois. En attendant, si certains de ces livres vous ont fait envie, surtout n'hésitez pas à le mentionner, ça me fera très plaisir. Dites-moi aussi ce que vous avez lu au mois d'avril et quelle a été votre meilleure lecture du mois. Si vous n'avez pas envie de me laisser un commentaire parce que c'est trop long, mais que vous vous laissez un petit emoji, laissez-moi un petit emoji... je sais pas, qui vous fait penser à l'Égypte par exemple. Ça peut être cool, et en attendant, écoutez, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, je vous souhaite de passer de merveilleuses lectures, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.